C'est dans les salles de cinéma que les Américains, immigrants d'origine européenne, de langues et de cultures différentes, sont devenus une nation. Car c'est le cinéma qui leur a donné une histoire commune, des mythes et des héros universels. Il y a 50 ans, pour la naissance du cinémascope, un journal écrivait « Enfin, l'homme américain va se déployer sur l'immense écran de nos rêves ». Nous avons tous rêvé de l'Amérique. Nous avons tous fait, en couleur et sur grand écran, un rêve américain. Leur histoire est aussi la nôtre. La voici, Made in Hollywood. C'est une histoire pour tous, de 7 à 77 ans, avec des films, des icônes et des stars. Dans le premier épisode, nous avons vu comment des immigrants pauvres et démunis, chassés d'Europe par l'intolérance religieuse, ont implanté sur la côte est de l'Amérique des colonies vite prospères, accueillant sans cesse de nouveaux immigrants à la recherche aussi de tolérance, de liberté et d'une vie meilleure. Nous avons vu comment ces colons se révoltèrent contre la pression fiscale imposée par le roi d'Angleterre pour devenir indépendants, créer une nouvelle nation, inventer à la fois la première des révolutions et un modèle nouveau d'institution et de gouvernement. Nous avons vu comment, allant toujours plus à l'ouest, s'emparer de terres nouvelles, ils ont agrandi leur territoire à la dimension d'un continent, développant leur économie avec l'aide des vagues successives d'immigrants venus d'Europe. En 50 ans seulement, à la veille du XXe siècle, ils ont fait d'une économie agricole la première puissance industrielle du monde. Il leur reste maintenant à déterminer, par la voix du président Wilson, leur destin, leurs valeurs et leur rôle dans le monde. That confront us, because I believe, as Lincoln did, that democracy, with all its faults and failures, if properly guided and interpreted, holds the future of the world. My great dream is that as the years go on, the world will turn to America more and more for those moral inspirations which lie at the basis of all freedom. And that America will come into the full light of the day when all the world shall know she puts human rights above all other rights, and that her flag is not only the flag of America, but the flag of humanity. On croirait entendre Ronald Reagan. Sans blague. En le regardant, je me disais, c'est fou. Abraham Lincoln l'a bien dit qu'il y avait effectivement une contradiction inhérente à notre Constitution entre les idéaux démocratiques et les premières justifications de la présence européenne en Amérique du Nord. L'une est économique et matérialiste, c'est l'esclavage. L'autre est idéaliste, c'est la démocratie. Le mariage du capitalisme et de la démocratie se fait pour éviter cette contradiction. C'est ce qu'on entend dans le discours de Wilson, mais aussi dans ceux de Reagan et même ceux de George W. Bush. En Europe, les Allemands ont envahi la Belgique et la France. La guerre qu'on va bientôt appeler la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, vient de commencer. L'Amérique
hésite. Dynasty, his heirs and assigns, anybody who with bended knee has served his purposes must be driven from all control, from all influence upon the government of the United States. While we watch a world in flames, we must not forget what is happening here at home under our very noses. Private initiative is being stifled. Business is being put into a straitjacket, all under this false claim that this is democracy. When, as a matter of fact, it is nothing but the blundering of a starry-eyed idealist. Re-elect Woodrow Wilson! He kept us out of war! La Première Guerre mondiale a eu lieu 50 ans après notre guerre de sécession. Personne n'y pense. Cette guerre qui nous a coûté des millions d'hommes. Alors on a cru que notre protection contre le Kaiser, c'est l'océan Atlantique. Alors nous avons créé ce concept d'isolationnisme. Occupons-nous seulement de notre hémisphère. The vast majority of Americans expect me to keep my head and save them from this awful mess. I don't want them to say when the casualty lists start coming in, why did Wilson have to move so fast? Why didn't he make at least one more effort? But have you considered what this policy of uncertainty is doing to our economy? Cotton down to 6 cents. Our goods rotting on the docks, afraid to put to sea. Our farmers and railroads facing ruin. I haven't thought to consider this war in terms of dollars and cents. Nor have the fathers and mothers of this country, Mr. President. No, gentlemen. It would be the easiest thing in the world for me as president to ask for a declaration of war. The man on horseback is always a hero. Ce qui arrive aux Européens ou à n'importe qui d'autre sur la planète n'est pas aussi important que ce qui nous arrive à nous. Et quand nous disons que nous exportons la démocratie ou que nous allons sauver le monde, c'est agréable à entendre. D'ailleurs, c'est sans doute la seule façon de convaincre les Américains de se mettre en guerre, de se sacrifier. Mais en réalité, il y a une hiérarchie dans nos valeurs et les priorités sont nationalistes. Nos valeurs, nos besoins plutôt, sont plus importants que les besoins de n'importe qui d'autre sur Terre. Winston Churchill a dit une chose très importante. L'Amérique fait d'habitude le bon choix, après avoir épuisé toutes les alternatives. On essaie ceci ou cela, on dit non, on ne peut pas, et puis à la fin, oui, on doit y aller, c'est le bon choix. L'Amérique envoie donc ses boys. C'est la France et l'Angleterre qui paient. Après la victoire, et pour en finir une bonne fois pour toutes, Wilson veut imposer un ordre nouveau. Pendant les discussions du traité de Versailles, il s'oppose aux exigences de la France qu'il juge excessives et trop dures pour l'Allemagne. Entre Wilson et Clémenceau, toujours grâce à Daryl Zanuck, c'est comme si on y était. The Germans forfeited their rights in this war. They are murderers. Monsieur Clemenceau, I will never be a party to such an agreement. It violates everything we said we were fighting for. To take part of Germany and cede it to France is nothing short of theft. You live in America, Mr. Wilson, with an ocean on either side. You can afford to be lenient with your enemies. If you're not prepared to abide by the solemnly accepted terms of the armistice, I might as well go home. And if such opposition to our just claims is continued, I might as well resign. You're breaking your word. I am pro-German. Gentlemen, let us consider these matters calmly. I'm sure that we all believe in the self-determination clause of the 14 points. It is not right to do wrong, even to make peace. Besides, the Covenant of the League of Nations is sufficient guarantee of France's safety. Under its provisions, there is not the slightest shadow of a doubt but that the United States and Great Britain will instantly rise to the defense of France should Germany ever again become hostile. That's all very well, Mr. President, when you speak of what America will or will not do. But are you prepared to guarantee what America will do? I am.
Illusion et foutaise. Le Sénat américain se fout autant des promesses de Wilson que du sort de l'Europe. L'Amérique n'est pas concernée par l'Union des Nations. Les États-Unis ont toujours eu l'impression que leur destin a quasiment été décidé par Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils s'opposent aux organisations internationales telles que la Société des Nations ou plus tard l'ONU. Ces oppositions viennent d'ailleurs plutôt de droite que de gauche, de l'Amérique rurale. En fait, nous avons été incroyablement naïfs et crédules en laissant l'Allemagne se réarmer après la guerre, ce qui a bien sûr conduit au désastre. Mais on ne pouvait pas imaginer en 1919 que les Allemands allaient recommencer. Nous étions vraiment très naïfs. Peut-être que les artistes comprennent avant les autres. En tout cas, c'est Griffith, encore, qui filme, parce qu'il s'en inquiète, l'Allemagne des années 20. Titre du film, « La vie n'est-elle pas merveilleuse ?» Chômage, inflation galopante et misère, bientôt, ce sera bolchevique et soviet, ou pire encore. La France, de son côté, est détruite, pour longtemps. Mais c'est l'Allemagne que soutient l'Amérique. Les Américains adoraient les Allemands au début du XXe siècle. Je crois que dans la vision américaine de l'Europe, la France est vue comme une femme et l'Allemagne comme un homme. Et les États-Unis se voient eux-mêmes comme un homme. D'ailleurs, les Français parlent de « mère patrie », tandis que les Allemands parlent de « Vaterland », le pays du père. Pendant ce temps, loin de la vieille Europe, de ses ruines et de ses crises, le modèle américain prospère. Le capitalisme tourne à plein régime. Les banques soutiennent l'énergie des entreprises, les firmes industrielles se développent, les salaires augmentent. La fièvre des affaires gagne les studios. Nouveau décor, building et bureaux. Nouveau héros, le tycoon. Celui-ci construit des gratte-ciel comme on bâtit des empires. Feel it under. It's solid. Even the fiercest storm can't budge it. It bends, but it won't break, and it stands here defiant. Hamilton, did you ever stop to think? 1 million men sweated to build it. Mines, quarries, factories, forests. Men give their lives to it. I'd hate to tell you how many men dropped off these girders while they were going up, but it was worth it. Nothing's created without pain and suffering. The child that's born, the cause that's won, the building that's built. Au cœur du système. Jeux de bourse, manipulation, achats et ventes fictives, Hollywood décrit le cynisme des affaires. How would you like to pay it and own the building outright? How? By taking Norton and his crowd here for a ride. We could sell Manhattan's seacoast short and take everything they got. What's it selling at today? 210. Is that its real book value? Possibly a little high. There was a natural flurry over the merger. 210. We could send it up to 350, then crack it. Put it tough on Norton. Oh. If I'd offended your conscience, forget it. When do we start? Today? You're on. May I use your phone? Go ahead. En roue libre, à peine dirigée, l'économie capitaliste se fonde sur la spéculation, l'emprunt, l'anticipation de rendement et de croissance. Si c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'Amérique. That's you, Harrison? Lights in. Give it a ride.
Quand une administration prend des mesures qui avantagent les riches, en prétendant que l'argent rejaillira finalement sur les pauvres, ça ne marche pas. Bien sûr, ce n'est pas vrai, et cela ne l'a jamais été. Hello, big boy. Hello, Rico. Tout est bon pour faire fortune, même le crime. Petit tueur monté en grade, Edward G. Robinson se pavane. Well, you're rather lit up tonight, aren't you? Yeah, I thought I'd better put on the monkey suit. That's right. You may as well learn now. Yeah. La mafia, ça rapporte. Some joint you got here. It'll do. Yeah. I bet all this trick furniture set you back plenty, huh? Well, they don't exactly give it away with cigar coupons. I'll tell the world. Boy, it sure looks... Oh, look at that. You like it? Oh, I think it's elegant. That cost me $15,000. 15,000? Boy, them gold frames sure cost plenty of dough. Mais les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. La bulle Wall Street éclate, et c'est le monde entier qui est touché. Raoul Walsh filme la métaphore avec effets spéciaux et trucage. The great and the humble, the rich man and the working man, the housewife and the shop girl, all take their daily flyer in the market, and no one seems to lose. Then, like a bombshell, comes that never-to-be-forgotten Black Tuesday, October 29th. Confusion spreads through the canyons of New York City's financial district, and men stare wild-eyed at the spectacle of complete ruin. More than 16.5 million shares change hands in a single day of frenzied selling. The paper fortunes built up over the past few years crumble into nothing before this disaster, which is to touch every man, woman, and child in America. Want? You need $200,000 right away to cover your account. I gave you 20 grand this morning. Need it again. I'll give you an hour. If you haven't got it, I'll have to sell you out, Eddie. All right, I'll get it. Toutes les fortunes qui avaient été amassées grâce à la spéculation disparurent en une nuit. Et tous les gens dont les emplois dépendaient de cette bulle spéculative se retrouvèrent au chômage et durent soudain rembourser leurs emprunts. Jim! Jim! My money. My stocks. How are they? You're broke. I'm broke. I don't know anyone who isn't. I'm sorry, Letitia. Oh, good heavens. Oh, my stocks and bonds are gone. That's what I get for trusting a friend. Il est certain que ces images de courtiers en bourse, d'investisseurs et de PDG qui se suicident en se jetant du haut des gratte-ciel ne décrivent absolument pas la souffrance et les pertes subies par toute une partie de l'Amérique, la classe ouvrière principalement. Juste un décor. C'est nulle part. Et presque rien, juste un corps dont on ne sait rien. Musique, panoramique. Un bar à la croisée des chemins. Henry Fonda et John Ford. C'est sec, minéral et magistral. Le début des raisins de la colère. De temps en temps, un grand film transforme notre conscience sociale. Par exemple, Les raisins de la colère. Ce film d'une force incroyable a révélé ce qui se passait réellement en Amérique à cette époque. Les usines fermées,
Les banques exigeaient le remboursement de leurs prêts. Then who do we shoot? Brother, I don't know. If I did, I'd tell you. I just don't know who's to blame. I'm right here to tell you, mister, there ain't nobody gonna push me off my land. My grandpa took up this land 70 years ago. My pa was born here. We was all born on it. And some of us was killed on it. And some of us died on it. And that's what makes it ours. Being born on it, and working on it, and dying on it. And not no piece of paper with a writing on it. Quand j'étais enfant, mon père n'avait pas de travail. Alors on a vécu pendant plusieurs années à la ferme, chez mes grands-parents. Francis, mon grand-père, gagnait moins de $1000 par an. Mais il arrivait à nourrir sa famille. Ils avaient tous assez à manger. Ils allaient tous à l'école. Il s'est produit un changement spectaculaire dans les valeurs, l'idéologie politique. Pour la première fois, les Américains, enfin, en tout cas, une majorité d'entre eux, se mettaient à croire que le gouvernement avait le devoir de prendre soin des pauvres, des vieux, des malades, de tous ceux qui ne pouvaient s'en sortir seuls. Une grande revue commande à Walker Evans ses photos. L'Amérique découvre ses pauvres. C'est une troisième révolution pour l'Amérique. Le président Roosevelt dicte les paroles de Gary Cooper et prêche la cohésion sociale. Nous avons besoin les uns des autres. To most of you, your neighbor is a stranger, a guy with a barking dog and a high fence around him. Now, you can't be a stranger to any guy that's on your own team. So tear down the fence that separates you. Tear down the fence, and you'll tear down a lot of hates and prejudices. Tear down all the fences in the country, and you'll really have teamwork. Your neighbor, he's a terribly important guy, that guy next door. You're going to need him, and he's going to need you, so look him up. If he's sick, call on him. If he's hungry, feed him. If he's out of a job, find him one. Le New Deal était absolument nécessaire, avec ses grands projets de barrages, de routes, etc. En fait, c'était la seule façon de créer des emplois. Il y en avait même pour les écrivains, les artistes. Tous ensemble. Dieu est notre espoir, et la bannière étoilée flotte sur le pays de la liberté. La dépression a contribué à l'unité nationale, parce que tout le monde était dans la même situation. Ladies and gentlemen, one moment, John. We begin with a short prayer. Quiet, please. Ladies and gentlemen, let us have a moment of silent prayer for the John Does all over the world, many of whom are homeless and hungry. Rise, please. Everybody rise. Sans le New Deal, sans la sécurité sociale, on était fini.
Certains s'y sont opposés en disant que c'était du socialisme. Mais vraiment, on n'avait pas le choix pour le progrès social du pays. Et dans ces années d'inquiétude, pendant qu'en Allemagne, M. le Maudit annonce l'arrivée du pire des tueurs, voici à Hollywood un nouveau héros. Un type dans le genre de James Cagney, qui n'a que sa rage et sa cruauté, et rien à perdre. Un modèle qui dure toujours, le gangster. La fascination, voire la sympathie qu'éprouve le public à l'égard du criminel, vient en effet de Robin des Bois. D'accord, la mafia, c'est mal. Mais elle fait parfois des trucs bien, comme Bonnie and Clyde ou Dillinger, qui donnaient de l'argent aux pauvres. C'est vrai, il y a une grande fascination pour les criminels. Et ça attire le public. Fascisme en Italie et national-socialisme en Allemagne. Front populaire en France, brigades internationales et dictature en Espagne. L'Europe est en fièvre. Et Cary Grant, à Vienne, en voyage de noces avec Ginger Rogers dans une comédie de Leo McCarey, quand ce qu'il voit, c'est la réalité qui vient de surgir dans la fiction, Hitler. Et l'Autriche envahie. Hey, Hitler is here. Well, I can't see him now. I'm dressing. Herr Baron, Hitler ist hier! Natürlich hier! 2 Tage zu früh! Ja, natürlich, schon da! Les faux amis tombent les masques. Cary Grant a beau montrer son cul aux nazis, la lune de miel sera mouvementée. Le grand nombre d'Américains étaient pro-nazis, comme Lindbergh ou Ford, par exemple, c'est-à-dire des Américains influents, avec de nombreux partisans. Et ce n'est même pas la peine de chercher si loin. Dans chaque famille, il y en avait. Mes parents étaient de cette génération. C'étaient des gens comme il faut, gentils, mais peu éduqués et sans conscience politique. Ils ne voyaient pas en quoi la montée du nazisme posait un problème ou représentait une menace. Et c'étaient des Américains moyens, des travailleurs. Comme un signe du destin, la moustache était là depuis le début. Out Caesar, out Nolus, Emperor of the world. Nous sommes, quand Chaplin tourne, en 1939. Il faut dénoncer ce qui se prépare, alerter l'Amérique par tous les moyens. Les gens n'arrivaient pas à y croire. Ils disaient « Non, pas encore. 15 ans après la dernière, ça recommence avec le nazisme. » Ils n'arrivaient pas à croire que même notre gouvernement refusait les Juifs. L'industrie cinématographique ne réagit pas immédiatement. Et c'est seulement dans les dernières années de la guerre qu'elle commença à travailler sur ce sujet pour participer à l'effort de guerre des Alliés. Je crois que c'est le gouvernement, Washington, qui a incité les studios à le faire.
Il leur a demandé de contribuer à l'effort de guerre et de faire des films patriotiques qui diaboliseraient les Allemands. En 1939 toujours, film prémonitoire décore quelque part en Europe un hôtel des touristes, Clark Gable, musicien insouciant, Norma Shearer, et des soldats qui ressemblent aux nazis. Il est temps, il est grand temps de crier la vérité. And you sit here eating and drinking with them, the murderers. They did it. It was their planes from that very field down there. Assassins. Here. We can't have any skull cracking in this club. Captain, speak to your men before they start something. Pietro. I'll take charge. I'm with you, Kilroy. Jenna, you keep out of this. Say, curse you, assassin. Assassin que only deal. Now listen, pal. Harry, don't get yourself mixed up in this mess. See, we stand together. It's all right, Captain. I can handle this. Now stop shooting off your face. Say, curse you and curse the villains that sent you on this errand of death. Mr. Kilroy, if you don't shut your mouth, I'll be forced to arrest you. Go on, you toy soldiers. Commit national suicide. It's the last gesture left to you. It's all right, Captain. Mr. Kilroy's for peace. He's going home to stop the war. Oh, you're not authorized to speak for me. I'm competent to say what I feel. And what I say is, he either taketh up the sword shall die by the sword. And you two shall die, murderers. Mr. Kilroy, you're under arrest. Go on, call out the firing squad. Shoot me dead. But don't think you can silence the truth that's in me. For Penelin. Down with your tyranny, murderers! Scène finale et métaphore visuelle. Ouvrez les yeux. La guerre est là. Harry, you realize the whole world has gone to war. The whole world. I realize it, but don't ask me why. I've stopped trying to figure it out. I know why it is. It is just to kill us, you and me, because we are the little people. And for us, the deadliest weapons are the most merciful. Take it easy, babe. I love you, Harry. Rien n'est plus convaincant que les images. Il faut le voir pour le croire, dit-on. Voir, c'est croire. Hollywood a suivi l'exemple de Chaplin et s'est emparé de l'imaginaire américain. A part of the world as nice as Vermont and Ohio and Virginia and California and Illinois lies ripped up and bleeding like a steer in a slaughterhouse. And I've seen things that make the Londres est sous les bombes. C'est un film d'Hitchcock. C'est un film d'avant la télévision, quand c'était à la fiction de dire la vérité et à Joel McCrea d'alerter l'Amérique. All that noise you hear isn't static. It's death coming to London. Yes, they're coming here now. You can hear the bombs falling on the streets and the homes. Don't tune me out. Hang on a while. This is a big story, and you're part of it. It's too late to do anything here now except stand in the dark and let them come. It's as if the lights were all out everywhere, except in America. Keep those lights burning there. Cover them with steel. Ring them with guns. Build a canopy of battleships and bombing planes around them. Hello, America. Hang on to your lights. They're the only lights left in the world. C'est à ce moment qu'apparaît l'idée que l'Amérique est la seule lumière qui brille encore dans la nuit. Ils arrivent. Ils viennent sauver d'elle-même la pauvre Europe plongée dans le noir. C'est ainsi que les Américains se voyaient à l'époque, et ensuite aussi d'ailleurs. Cette idée réapparaît de temps en temps. L'idée selon laquelle nous allons sauver le monde de lui-même. C'est la même chose aujourd'hui. Quand George W. Bush justifie la guerre en Irak et ailleurs, principalement sa politique au Moyen-Orient, il veut sauver le monde de lui-même. La guerre est partout, en Europe et en Asie. Le monde est en guerre, l'Amérique est en guerre, Hollywood est en guerre. Frank Capra, connu pour ses comédies, tourne ce film à la demande de Roosevelt pour donner à tous les Américains de bonnes raisons d'y aller. What are these two worlds of which Mr. Wallace spoke? The free and the slave. Let's take the free world first, our world. How did it become free? Only through a long and unceasing struggle inspired by men of vision. Moses. Moïse. Muhammad. Mahomet. Citation à l'appui. Confucius. Confucius.
Le camp du bien est universel. Christ. All believe that in the sight of God, all men were created equal. And from that there developed a spirit among men and nations, which is best expressed in our own Declaration of Freedom. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. It is the cornerstone upon which our nation was built, and the ideal of all the great liberators. Washington. Et les anges sont nombreux. Jefferson, Garibaldi, Lafayette, Kosciuszko, Bolivar, Lincoln. Lighthouses, lighting up a dark and foggy world. That government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Ainsi bénie, moralement garantie et parrainée, l'armée recrute avec l'aide d'Hollywood. Avec beaucoup d'autres, John Wayne montre l'exemple. Je me souviens des programmes de guerre que je voyais enfant. Tous ces efforts pour nous faire entrer en guerre, pour que tout le monde participe à la guerre. Dans une aciérie de Pittsburgh, Marlène Dietrich rassemble les énergies et apaise les rivalités. This is no time to think about personal feelings and personal grievances. There's a greater, far more important emotion. The only emotion that should guide each and every one of us today. Devotion to our country. That's the only thing you must think about. You've got to forget about everything else. Now, Cash, if you can use Pitt, use him. And Pitt, you get that chip off your shoulder. Bon, Josie, Let me finish. I started you two on the road that led you into this very room. You've said it so many times that I finally believe it myself. Now, this is an emergency. You need each other. Your country needs you. C'est clair et sans appel. Pour la scène finale, Adieu Marlène place à la réalité. Images et commentaires sans équivoque. It was machine guns now, instead of typewriters. The work and material that made lipstick cases now made cartridge shells, plastic bomb noses, instead of lamps. And automobiles? No, it was planes, tanks, trucks, artillery and guns flowing from the assembly lines. American industry on the firing line. Labor and capital planning, working side by side. Well, it takes a lot of muscle and sweat to put over a job as big as this one. And that's where the women of the nation came in. Josie Evans and thousands of others like her, doing their part wherever they could. And there were others who found they could run a drill press, drive a 30-ton tank, or run a stamping machine as well as any man. Yes, millions of Americans, men and women on the production line, to feed the supply lines to the courageous Americans fighting on battlefronts all over the earth. Faire la guerre, c'est comme pour vendre. Il faut produire, produire, produire. La Seconde Guerre mondiale nous a permis de sortir de la dépression grâce à l'économie de guerre. L'économie créée par la guerre, quand l'industrie automobile s'est transformée en usine de guerre, car nous allions débarquer en Europe. Je me souviens avoir grandi en détestant la guerre, car mes jeunes oncles, Arthur et Walter, ils sont partis à 16 ans. 5 ans plus tard, ils sont revenus. Ils étaient brisés. Après 5 ans à la guerre, il ne restait plus rien d'eux. Je veux dire que même s'ils ont survécu, ils étaient complètement traumatisés. C'est la victoire. C'est Paris. Elizabeth Taylor. Ah, les petites Françaises. Vive la France. Vive la liberté. L'amour, toujours l'amour. Vive le printemps à Paris et vive le chewing-gum, le whisky, les banylons et le jazz.
Mais ce n'est pas fini. Le monde était divisé en deux. D'un côté l'ombre et de l'autre la lumière. Comme si une moitié de la planète, Chine comprise, était plongée dans le noir. Pour les Américains, l'Europe de l'Est faisait partie de la moitié sombre, tandis que l'Europe de l'Ouest faisait partie de l'autre moitié, éclairée par le soleil. Bien entendu, d'un point de vue économique comme militaire, le chef, c'était les États-Unis. Un rideau de fer est tombé qui coupe l'Allemagne et l'Europe en deux. Nous sommes à Berlin en 1948, à la fois dans un film et dans la réalité. Il est GI et à l'ouest. Elle est allemande et à l'est. Il faut sauver l'Allemagne du communisme, protéger l'Europe et la reconstruire, lui envoyer des dollars, des films et des BD. « 15 ans plus tard, Billy Wilder, Coca-Cola et James Cagney sont à Berlin. These constant provocations failed to provoke the West Berliners. They were too busy rebuilding. The western sector, under Allied protection, was peaceful, prosperous, and enjoyed all the blessings of democracy. Just by coincidence, this happened to be the company I work for. Mercedes, bureau, secrétaire à l'américaine. Et un nouveau rôle pour James Cagney. Guten Morgen, Herr McNamara. And guten Morgen to you, Fraulein Ingeborg. It is not Fraulein, it is Fräulein, with an umlaut. I'll say. Monthly report. To NLP Hazeltine, Home Office, Atlanta, Georgia. From C.R. McNamara, Berlin branch. Production figures for May, 270,000 cases. Consumption per capita, now 5.2% above last year. Outselling Rhine wine 8-1, rapidly creeping up on draft beer. Next, publicity campaign to reorient German businessmen's lunch, succeeding. 27% now having Coke with the Knockwurst. Now, here's a real hot flash. We may become the first American company to crack the Iron Curtain. Another form of the American dream. Voilà une autre forme du rêve américain, vendre ses produits partout sur la planète, car tout le monde les veut, désespérément, et fera tout pour les avoir. En fin de compte, l'Amérique conquiert le reste du monde simplement en lui vendant ses produits, le Coca-Cola ou les hamburgers. C'était le rêve de Henry Ford, d'ailleurs. Depuis les premiers modèles T et A, les premières chaînes de montage avaient été conçues pour construire des voitures qui seraient ensuite vendues dans le monde entier, franchissant toutes les barrières, les classes sociales, les langues, les frontières, aimées et admirées de tous. Cette volonté est un peu stupide, naïve. Si les gens essaient le Coca, ils nous aimeront, ils aimeront l'Amérique. S'ils essaient le Big Mac au Disneyland, ils aimeront l'Amérique. Et en plus, on se fera un peu d'argent. Wo fahren Sie hin? Ost-Berlin. Papiere. American citizen. What is purpose of your visit? I'm going to see Commissar Perepetkov, chairman of the Russian Trade Commission. What for? On business. I represent Coca-Cola. Coca-Cola? You have proof? Will this do? I confiscate proof. Fair enough. Just return the empties. Okay, proceed. Plus fort que Marx, Coca-Cola vaincra. It must be good. They fall in love in every neighborhood. Makes those rural folks turn to plural folks. I guess it must be nice. Cinéma, girls et pin-up, frigidaire, machine à laver, swing, jazz et blues, bientôt rock, pop et folk. C'est une nouvelle culture et plein de bonnes choses. L'Europe vit un rêve à l'américaine. It's only cure for chronic bachelorhood. So start Friday.
nice and things, shoes and rice and things, labeled hers and his. And you'll find love is everything that they say it is. Ce n'est ni la fin du monde, ni la fin du cinéma, ni la fin d'Hollywood. Mais c'est un nouveau monde, dont Peter Finch, présentateur vedette de télévision, découvre les lois dictées par Ted Netty, président d'une multinationale. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide, and Exxon. Those are the nations of the world today. And our children will live, Mr. Beale, to see that perfect world in which there's no war or famine, oppression or brutality. One vast and ecumenical holding company for whom all men will work to serve a common profit, in which all men will hold a share of stock, all necessities provided, all anxieties tranquilized, all boredom amused. And I have chosen you, Mr. Beale, to preach this evangel. Why me? Because you're on television, dummy. 1 in 3 Aux États-Unis, un enfant sur 3, entre 8 et 18 ans, possède une télévision dans sa chambre. in his or her bedroom. American teenagers watch. Les adolescents regardent la télé 3 heures par jour. Ils s'imaginent que tout le monde a une voiture neuve, que c'est partout comme la banlieue chic de Los Angeles, où tout le monde est heureux, mange à sa faim, passe son temps à se distraire. C'est nous qui maintenons cette illusion dans notre société de consommation, où on veut toujours plus, où on passe notre temps à acheter. Donner aux gens ce qu'ils veulent, et seulement ce qu'ils veulent, c'est faire comme les dealers de drogue. Il s'agit d'un processus d'autocolonisation, maintenant qu'il ne reste plus d'endroits à coloniser, ni de gens incapables de distinguer des bibelots sans valeur de quelque chose qui en a, comme la terre. Puisque nous ne pouvons plus échanger de la verroterie contre l'île de Manhattan avec de pauvres sauvages ignorants, nous avons colonisé nos propres enfants. Du ciné à la télé, du Mayflower à Internet, le rêve américain s'est éloigné. Un grand marché s'est installé qui couvre la planète. Un monde meilleur ou le meilleur des mondes. L'écart entre les riches de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux augmente. Le nouveau monde qui se dessine est encore inconnu. Nous savons d'où nous venons, mais où allons-nous? Tout passe et tout change.